Tout est nickel. Ok. Bonjour à tous. J'espère que votre semaine d'intégration se passe bien, que vous êtes passionnés par tout ce qui s'y raconte. Moi, je m'appelle Maxime Maurice. Je fais de la physique théorique au laboratoire Promesse à l'UPVD. Ma thèse est dirigée par Noémie Barros et Amit Keshkeshi. Et j'ai un peu simplifié mon titre de thèse pour que ça intéresse un peu tout le monde. Et je me demande comment dépolluer l'eau avec des nanoparticules et grâce au soleil. Alors, au cours de ma thèse, je me suis rendu compte assez rapidement que le concept même de nanoparticules était souvent assez flou et il m'importe de le préciser. Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant. Pour me demander ce qu'est une nanoparticule, j'ai fait, comme l'aurait fait tout un chacun, j'ai tapé sur Wikipédia nanoparticules et j'ai obtenu cette définition-là, aussi obscure que technique. Donc, congrès des doctorants oblige, je vais vous la vulgariser. Une nanoparticule ou un nano-objet, c'est un matériau dont une au moins des dimensions est inférieure à 100 nanomètres. Je peux prendre un exemple basique, je change chaque fois. Par exemple, ici, c'est un frigo. Un frigo, c'est un ensemble de matériaux, c'est un objet. Eh bien, ça fait 1,80 m de haut. Si des ingénieurs sont en mesure de construire un frigo dont les dimensions sont inférieures à 100 nanomètres, eh bien, on a un nano-frigo. Le concept de nano quelque chose n'est relatif qu'à sa taille et rien d'autre. Ça, c'est assez important de le comprendre. Ça marcherait aussi avec un poulet, un doctorant, un nanodoctorant. Si un généticien est capable de le fabriquer, c'est simplement un doctorant dont la taille serait inférieure à 100 nanomètres. Alors, comme on fait de la vulgarisation, il est d'usage d'interagir avec le public. Donc, je vais vous poser une petite question pour voir si vous avez bien compris. Je vous présente un globule rouge et un nanofrigo. La question est la suivante. Combien de cellules peut-on ranger dans un nanofrigo? Je vous aide. Réponse A, 3 millions. Réponse B, 3000. Réponse C, 3. Et réponse D, puisqu'il en faut pour tout le monde, aucune. Je suis vegan et les hématies très peu pour moi. Alors, je n'ai pas accès au discours là, sur le moment, donc j'imagine que vous avez tous fait une petite idée. Eh bien, en fait, un nanofrigo, c'est beaucoup plus petit qu'une cellule. L'un des intérêts des nanoparticules, c'est qu'ils peuvent agir au niveau cellulaire. Ceci est un intérêt et un risque. Voilà pour le concept de nano quelque chose. Maintenant, où est-ce qu'on en trouve de ces nanos? Eh bien, on en trouve partout, en fait, même dans la nature. Ici, vous avez une structure nanométrique, vous voyez. Ça fait 500 nanomètres de haut, mais en fait, chaque petite sphère a une dimension inférieure à 100 nanomètres. C'est des nanosphères de silice, ici, observées au microscope électronique. Et ça, c'est ce qu'on trouve sur les yeux de certaines mouches. C'est des propriétés très absorbantes qui permettent aux mouches de bien capter leur environnement. Ça a inspiré d'ailleurs certains revêtements en ingénierie. Deuxième exemple, ces structures ici, vous voyez, c'est nanométrique, ça fait 700 de haut, oui, mais en largeur, ça fait moins de 100 nanomètres. Donc, c'est bien une structure nanométrique. Et ça, c'est ce qu'on trouve sous les pattes de certains geckos. En fait, c'est ce qui leur permet de rester agrippés à des surfaces qui sont pourtant très lisses, comme du verre, par exemple, parce que les petits filaments s'insèrent dans le moindre interstice. Voilà, alors bien sûr, Dame Nature n'a pas attendu la physique moderne pour s'adapter et se perfectionner. Et l'humanité, alors? Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ça? Eh bien, j'ai fait un peu de biblio et j'ai regardé ce qu'on était capable de faire aujourd'hui. Alors, premier exemple que j'ai trouvé, qui n'est pas spécialement extraordinaire, c'est ça, c'est une assemblée de nanoparticules d'or. Ici, vous voyez plein de petites taches. En fait, à chaque fois, c'est des nanoparticules d'or. Autre exemple, un petit peu plus intéressant ici, c'est un alliage de cuivre, de molybdène et de soufre, bref, une pâte à gâteau, avec laquelle on a fait des nanocubes, ici. D'autres auteurs ici, très intéressants, ce n'est pas encore un nanodoctorant, mais c'est des nano-ananas, en quelque sorte. Bon, en fait, c'est de l'indium. Mais voilà, c'est un assemblage de petites pyramides, en fait. Et puis, voilà, ce genre de choses, des structures arrangées comme ça. Ou ici, quelque chose qui commence à ressembler au filament qui est sous les pattes des geckos. Et puis, cette chose que je laisse à chaque fois parce que je la trouve très belle, cette image. J'ai fait même péter une petite police bien sympa pour l'occasion. Mais pourquoi s'embêter comme ça à fabriquer ce genre de système? Eh bien, parce que les nanoparticules ont des propriétés tout à fait originales et intéressantes. Donc, on va faire une petite expérience en distanciel. On prend de l'eau et on met des particules dedans, d'or. On s'attend à avoir un espèce de petit scintillement, comme si on mettrait des feuilles d'or dans un verre, et puis voilà, un petit scintillement doré. En fait, si les particules sont suffisamment petites, nanoparticules,
eh bien, on n'observe pas du tout un sentiment doré, on observe un changement de couleur. Alors ça paraît assez contre-intuitif. Donc, je vous ai même mis des résultats d'expérience. Ici, vous voyez, on a fabriqué différentes tailles de nanoparticules d'or, on met ça dans l'eau et on observe. On n'observe rien de doré, on observe une diffusion rose ici, et un changement de couleur en fonction de la taille des nanoparticules. On observe aussi un effet de forme. Si on change la forme des particules, donc là l'allongement, on change la couleur diffusée. Ça, c'est des propriétés pour fabriquer des capteurs en optoélectronique, par exemple, qui sont tout à fait intéressantes. Alors, bon, un peu contextualisé là. Maintenant, moi, mon travail, c'est quoi? Eh bien, pour construire un seul échantillon, parmi ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, il faut des mois de travail, des mois de recherche pour fixer le paramètre de taille, réussir à faire des cubes, machin. Ça prend des mois et des mois. Donc, on ne peut pas se permettre d'essayer tous les échantillons possibles et se demander quelles vont être les propriétés. Le travail qu'on fait, nous, au sein de l'équipe dans le laboratoire Promesse, c'est se demander comment comprendre le comportement de ce type de structure par rapport à leurs propriétés pour que les ingénieurs, ensuite, qui eux veulent des propriétés, puissent choisir les échantillons. Alors, pour faire ça, eh bien, il faut prendre en compte tous les paramètres qui influent, la taille, la forme, la nature des matériaux, les interactions entre les particules, tout un tas de choses. Et c'est ce que je fais au cours de ma thèse. Je vous ai dit qu'on pouvait dépolluer avec ça. Donc, j'ai essayé de vous expliquer un peu comment on veut faire. Eh bien, on prend une nanoparticule, on la met dans l'eau polluée. Il y a quoi? Dans la nano, il y a des électrons, comme dans tous les matériaux. Dans l'eau, il y a de l'eau, évidemment, du dioxygène dissous et éventuellement un polluant. Sous l'influence de la lumière, les électrons se mettent en oscillation. En fait, ils se chargent en énergie. Ils se chargent tellement en énergie qu'ils peuvent être transférés aux molécules qui sont absorbées à la surface de la nanoparticule et d'engendrer soit la dégradation du polluant, des molécules plus simples, soit la création de molécules radicalaires très actives qui peuvent venir dégommer eux-mêmes les polluants en présence. Alors, moi, au cours de ma thèse, je fais un peu de théorie, donc j'ai fait péter quelques formules quand même. On modélise par exemple le comportement optique. Voilà, modélisation analytique ici. Ça, c'est l'équation de Maxwell. Et puis, on compare ça avec des simulations numériques. On peut faire pareil avec la génération des électrons très énergétiques. Donc là, c'est une modélisation analytique, c'est la résolution de l'équation de Schrödinger, c'est de la physique quantique. Et puis, on fait des calculs numériques aussi. On obtient par exemple la quantité d'électrons que j'ai dans ma nanoparticule. On imagine, la nanoparticule, c'est une orange, je la coupe en deux et puis je regarde où sont les électrons. Voilà, on observe ça. Si elle n'est pas éclairée, on observe ça. Plus c'est noir, plus il y a d'électrons. Donc, on voit une distribution en électrons qui n'est pas très homogène. Et puis, quand j'envoie de la lumière dessus, ça va modifier tout ça. Certains électrons se chargent en énergie. Et encore une fois, je fais la même observation. Et voilà, on a modifié la configuration électronique de la nanoparticule. Et puis, ben, voilà, moi, je continue à travailler là-dessus. Donc, ça veut dire étudier tous les paramètres qui influent, faire de la biblio, comparer les modèles, faire des calculs. Et puis j'avance comme ça. J'espère avoir été relativement clair. On a vu que les nanoparticules, finalement, ce n'était pas sorcier. C'est juste à voir avec la taille des matériaux. Les propriétés étaient originales et intéressantes. Mon travail dans tout ça, c'est de comprendre et d'écrire. Et on espère pouvoir dépolluer l'eau avec ça. Merci pour votre attention. Et bah, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Et merci Maxime. Alors, des questions. Il y a beaucoup de discussions. D'ailleurs, dans le chat, essayez d'éviter de trop parler d'autre chose que de la présentation, parce que là, je n'arrive pas à voir les questions. Si quelqu'un veut poser une question en direct, allez-y. Hein. Pour gagner du temps et laisser à Vilien le temps de prendre un peu connaissance des différentes conversations sur le chat. Merci Maxime pour ta présentation. Tu parles justement de dépollution. Quel serait le domaine d'application de ces dépollutions? Quels sont les polluants plus particulièrement ciblés? Et voilà, déjà pour en discuter un peu. Ouais. Alors, il s'agit ici d'une méthode de dépollution dite avancée. En fait, quand on s'intéresse au traitement de l'eau, il y a plusieurs étapes de traitement des eaux. Le premier étant la décantation. Dans les stations d'épuration, on laisse décanter et en fait, les boues se déposent au fond. Et puis, il y a plusieurs étapes comme ça qui permettent de se débarrasser au fur et à mesure des différents polluants.
Il y a certains polluants qui sont dits récalcitrants parce qu'on a du mal à s'en débarrasser. Typiquement, c'est les molécules pharmaceutiques, donc les médicaments, qui sont fabriqués pour être stables. On veut que quand le pharmacien, quand il fabrique un médicament, il le fabrique pour qu'il soit stable. Quand on le mange, on ne veut pas que ça ait changé depuis le moment où ça a été fabriqué. Le problème pour la dépollution, c'est que ces molécules, elles sont donc difficiles à détruire et on cherche tout un tas de moyens pour s'en débarrasser. Alors, il y a des méthodes assez classiques. Il me semble qu'envoyer de la javel dans l'eau, ça permet de se débarrasser de certains polluants chimiques comme ça. Il y a des méthodes d'ozonation. Là, on envoie des arcs électriques dans l'eau et ça fait exploser les molécules. Puis, il y a tout un tas de méthodes photocatalytiques, donc, comme celle-ci, qui utilisent la lumière pour engendrer des réactions, qui sont aussi mises au point. Pour conclure, résumer, les molécules ciblées en dépollution sont des molécules pharmaceutiques, principalement. D'accord. Et pourquoi alors cibler les molécules pharmaceutiques? Puisque finalement, un médicament, ça ne fait pas, normalement, ça ne fait de mal à personne, puisque c'est conçu pour soigner. Ouais. Alors après, ça sort un peu de mon domaine d'expertise, mais j'ai une réponse toute faite à cette question. Il y a des études qui sont sorties, par exemple, sur les contraceptifs qu'on retrouve dans les eaux, qu'on retrouve d'abord dans les urines, puis dans les toilettes, puis dans les stations d'épuration, puis dans les rivières. Et en fait, on s'est aperçu que c'est un désastre écologique majeur. Ça faisait changer de sexe certaines espèces d'amphibiens. Ça les rendait soit hermaphrodites, soit ça les faisait changer de sexe. Enfin, ça bouleversait complètement les écosystèmes. Et puis même, moi, je n'ai pas trop envie de me prendre des résidus de contraceptifs quand je prends de l'eau du robinet. Donc, même système, on espère pouvoir dégrader ce type de polluant. J'imagine que ça s'applique à tout un tas d'autres médicaments. Max, j'ai pas mal de questions qui arrivent, si tu veux. Ouais. On les enchaîne. Donc merci, ça a eu le temps de pas mal émuler au niveau des différents réseaux. Donc Ikmat demande pour quelles raisons les nanoparticules n'ont pas les mêmes propriétés des micro- ou macroparticules d'un même élément. Donc tu peux enchaîner, il y en a pas mal de questions. Donc vas-y. Okay. Alors, je vais répondre très rapidement. Ça, c'est la différence en fait cruciale qu'on a entre physique classique et physique quantique, d'un point de vue de la description en physique. Dès qu'on arrive à des tailles qui sont beaucoup plus petites, les propriétés changent complètement. On observe des phénomènes qui sont tout à fait contre-intuitifs. Et alors, la raison qui explique, dans mon cas, les différences de ces propriétés, c'est que quand on est dans une nanoparticule, quand les électrons sont dans une nanoparticule, ils sont confinés dans une région de l'espace. Et ils se voient les uns les autres. Le fait qu'ils se voient comme ça leur impose des conditions supplémentaires sur leurs propriétés. Par exemple, leur énergie. Ils ne peuvent pas avoir tous la même énergie. Ça, c'est le principe de la quantification de l'énergie. Peut-être que ça parle à certains. Dans une région localisée de l'espace, les électrons ne peuvent pas avoir accédé à la même énergie, au même état, en fait. Et ça crée des propriétés tout à fait originales. C'est le fait que les électrons soient tous localisés au même endroit. Donc, ça a un rapport, en quelque sorte, à la taille du matériau. C'est ça la différence entre les matériaux macroscopiques et nanoscopiques, en lien avec ce que je vous ai présenté. Et il y a beaucoup de choses à en dire. Et voilà. J'espère que j'ai répondu. Ok, il y a d'autres questions qui arrivent. Clément qui demande d'où vient l'idée de dépolluer l'eau avec des nanoparticules. Encore une fois, rapidement, parce que tu as d'autres questions. Je te laisse genre 20 secondes. Alors, très rapidement, je vais donner juste une voie de réponse. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces nanoparticules-là en photocatalyse, donc, en utilisant la lumière? En fait, les nanoparticules de métal noble, or, argent, cuivre, les électrons sont très mobiles à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils sont très conducteurs d'ailleurs. Et une des conséquences de ça, c'est que ces particules-là absorbent de façon considérable la lumière. En fait, si on met une nano et qu'on envoie de la lumière, on a l'impression que l'ombre est plus grande que la nano. Ça s'explique, bon, c'est un peu contre-intuitif comme ça, mais l'absorption est considérable. Et le fait que ce soit considérable, ça permet d'utiliser beaucoup d'énergie solaire, de la concentrer en un endroit et donc éventuellement d'augmenter les taux de catalyse. Ça marche, j'enchaîne. Caro qui nous dit, les nanoparticules font peur. Les tiennes sont-elles dangereuses? Oui, non. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En fait, ça dépend ce qu'on en fait. Hein, c'est toujours pareil. C'est une question très intéressante.
Comme on l'a vu au début, le danger avec les nanostructures, c'est que ça peut rentrer facilement dans les cellules. Enfin, ça peut rentrer facilement dans les cellules. C'est plus les biologistes qui en parleront, mais je veux dire, ça peut rentrer dans une cellule. Et là, ça peut causer des problèmes. Dans mon cas, on a prévu de fixer les nanoparticules sur des films et faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas dans la flotte. La question de la dangerosité des nanoparticules est aussi vaste que la diversité de systèmes. On avait une question qui était un petit peu dans ce sens-là et qui parlait de est-ce qu'on peut quelles longueurs d'onde sont les plus efficaces pour la dépollution? Donc, si tu les as, tu peux les citer. Si tu les as pas, Ça dépend. on arrive au bout du temps de questions là. Ouais. Alors attends, là j'ai un petit graphe pour pouvoir. Voilà. Vous voyez ici, il y a toujours mon partage d'écran. Ouais, bon, c'est bleu quoi. Ici, c'est une des modélisations. J'ai une grosse nano et une petite nano et je me demande où est-ce que ça va absorber. Vous voyez là, j'ai les différentes couleurs du spectre visible. Et on voit que ce genre de système, un des intérêts, c'est que quand on change la taille, on change l'endroit où ça absorbe. Par exemple, la grosse nano, c'est la courbe bleue, elle absorbe plutôt dans le vert. La petite nano, c'est la courbe rouge. Bon, elle n'absorbe pas des masses, mais principalement dans le rouge. Un des intérêts des structures nanométriques comme ça, c'est qu'on peut piloter les comportements en contrôlant la forme, les matériaux, la nature du système. Et l'un des intérêts des métals nobles, c'est que justement, ça absorbe dans le visible. Et c'est l'endroit où c'est la zone du spectre où le soleil nous envoie le plus de lumière. Ça marche. On va rester là-dessus. Je t'ai envoyé la liste des questions les unes à la suite des autres, donc tu peux leur répondre soit directement dans le chat global, soit en message privé. Ouais. Ça te va. Allez, merci Maxime. On va enchaîner.